Bienvenue à tous dans Une semaine en Afrique. Vous verrez dans un instant un reportage exclusif comment l'armée française opère dans le massif des Iphoras, dans le nord du Mali. Du jamais vu, au Kenya, le président tout nouvellement élu, Uhuru Kenyatta, est accusé par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité. Et puis nous irons à Lagos, la capitale économique du Nigeria, où les Français, vous le verrez, vivent sous très haute sécurité. Direction tout de suite le massif des Iphoras dans le nord du Mali où l'armée française traque depuis le 11 janvier dernier les djihadistes qui se sont réfugiés dans ces montagnes à la frontière avec l'Algérie. Notre envoyé spécial, Mathieu Mabin, suivi un commandant du 2e régiment étranger des parachutistes. C'est un reportage exclusif France 24. Vous entendez ? 9h30, Adrar des Iphoras. Premier accrochage de la journée. En tête, Christian, commando de la Légion. En 12 jours de combat, l'hélicoptère est devenu la terreur des islamistes. Mais aujourd'hui, il ne volera pas au secours des légionnaires. Pourquoi est-ce qu'on le frappe? Parce que peut-être on est dans la zone des otages et c'est ça. Peut-être ça décale l'action un petit peu. Il est bien cette coin ici. La température atteint déjà 45 degrés. Et les hommes portent jusqu'à 50 kilos. François, oui. Là, ici. Les légionnaires ont surnommé cet endroit la planète Mars. D'environ 4 à 5 personnels. 4 à 5 djihadistes retranchés dans les failles du relief. Dans quelques minutes, les commandos parachutistes vont rencontrer leur ennemi. Et quel est son délai d'intervention le plus besoin? Alpha, donc nous on est à 150 mètres derrière les éléments Nord 3, donc on a besoin d'intervenir en moins d'une minute sur Nord 3. Ouais, Alpha, Nord 8 au contact. Derrière ces rochers, le duel a commencé. Et c'est l'assaut. L'attaque des légionnaires surprend l'adversaire réduit au silence en quelques secondes. Mais parmi les cadavres... Entendez bien, ok? Moi, copain, d'accord? Toi, tu vas te lever deux mains, comme ça. Ok? Vas-y, doucement. Allez, viens. À cet instant, les légionnaires prennent un risque inouï. Écartez le dispositif, on sait jamais. À tout moment, ce combattant djihadiste peut se faire exploser. Et son bras gauche est invisible. Écarte. Voilà. Stop, bouge plus. Il ne dissimule qu'une blessure. Bouge plus. Stop. Vêtements, Clovis. Viens. Écarte, retire. Allez, enlève. À mesure qu'ils se dévoilent, les hommes réalisent qu'ils ont affaire à un adolescent. 16 ans, tout au plus. Ok. Pose ici. Voilà. Pantalon. Enlève. Ok, c'est bon, remets-le. C'est bon, sors. Allez, viens. Viens avec moi. T'assois ici, Lolo. Voilà, merci. On a encore un barbu là-bas. Derrière là. 4e. Oui, mais. On confirme le compte rendu, 4 personnels détruits et 1 prisonnier. 4 djihadistes abattus et autant d'armes saisies. Tiens, c'est de l'eau. Ouais, bah oui, c'est pour toi. Il y a quelques minutes, ces 2 combattants se tiraient dessus. Le prisonnier, escorté sous bonne garde, sera une source précieuse pour le renseignement. On va le ramener tout simplement dans notre base. Il va être évacué par hélicoptère. Il sera interrogé en fonction de ce qu'il pourra nous apporter comme renseignement sur le terrain et sur la situation des groupes djihadistes dans la région. On a remarqué que certains combattants étaient très jeunes, donc a priori une quinzaine d'années pour les plus jeunes. Ça nous complique la tâche parce que face à un ennemi retranché, les tirs doivent être très précis pour éviter d'engager la vie
de ces jeunes hommes qui, pour la plupart, ont été embrigadés de force. Pour l'heure, toujours aucune trace des otages français. Mais la conquête des Iphoras ne fait que commencer. Le Kenya a un nouveau président, Uhuru Kenyatta, un président accusé par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales de 2007-2008. Le procès est prévu pour le 9 juillet à La Haye, une situation politique et juridique tout à fait inédite. Les explications avec Natacha Vesnich et Sandrine Gomez. Il sera peut-être le premier président élu à devoir s'absenter de son pays pour comparaître devant la Cour pénale internationale. Uhuru Kenyatta est en effet accusé, tout comme son colistier William Ruto, d'avoir participé à l'organisation des violences post-électorales de 2007 qui ont coûté la vie à près d'1 millier de personnes. Et même s'il a toujours rejeté ces accusations, il s'est engagé au lendemain de son élection à coopérer avec la justice internationale. En tant que dirigeants, nous sommes d'abord et avant tout les serviteurs du peuple kényan. Nous reconnaissons et acceptons nos obligations internationales. Cependant, nous attendons de la communauté internationale qu'elle respecte la souveraineté de la démocratie kenyane. Mais tiendra-t-il ses engagements et ira-t-il à La Haye ? Pour l'instant, de toute manière, il dit qu'il collabore avec la CPI et c'est ce qu'il a fait. Donc il n'y a aucune raison de penser qu'il n'ira pas. Par contre, ce qu'il cherche à obtenir, c'est l'abandon des poursuites, puisque ça a été le cas pour un des accusés kenyans. Récemment, la procureure a abandonné les poursuites parce qu'elle n'avait pas suffisamment de charges. Il y a toute une série de manœuvres en douce pour essayer de faire se rétracter les témoins à charge. Si Uhuru Kenyatta cherche aujourd'hui à obtenir l'abandon des poursuites contre lui, il a pendant sa campagne tiré profit de cette mise en accusation par la CPI. Elle expliquerait même en partie son élection à la tête du Kenya. Il s'est présenté comme un candidat nationaliste, il s'est présenté dans ses discours, disons, auprès de la population comme quelqu'un qui résistait aux Blancs, c'était des termes qui ont été utilisés tels quels, et donc qui ne se laissait pas impressionner par une cour de justice internationale qui était basée à La Haye. L'accusation de la CPI semble donc pour l'instant mettre plus mal à l'aise la communauté internationale qu'Uhuru Kenyatta. Avant son élection, les États-Unis ou encore la Grande-Bretagne ont pris leur distance avec lui. Mais il est à présent à la tête d'un pays qui a un poids économique énorme et qui reste un allié clé de l'Occident dans la lutte contre les islamistes Shebab en Somalie. Son inculpation serait donc dommageable pour le Kenya, mais aussi pour ses partenaires. 7 Français, 3 adultes et 4 enfants sont otages depuis le 19 février. Vous le savez, de la secte islamiste Boko Haram, une secte implantée au Nigeria qui revendique l'application stricte de la charia et qui a déjà fait des centaines et des centaines de morts. Autant dire que les Français qui vivent dans le pays sont aujourd'hui extrêmement inquiets. Leur sécurité a d'ailleurs été renforcée. Voyez ce reportage tourné à Lagos par nos confrères de France 2. Lagos, la capitale économique du Nigeria, où vivent près de 2000 Français. Lagos, c'est l'une des plus grandes mégalopoles d'Afrique, grouillante, suffocante, 17 millions d'habitants, des embouteillages légendaires et pour les multinationales du pétrole, le centre des affaires. Les plus grands gisements du pays ne sont qu'à 1 heure d'avion. Pour les expatriés employés par ces grands groupes, vivre au Nigeria, c'est intégrer la menace du kidnapping. Une vraie industrie opérée par des groupes armés dans le sud du pays. Pas une semaine sans un enlèvement. En 2007, ces otages philippins avaient été libérés contre rançon, comme dans la plupart des cas. Règle numéro 1, limiter les déplacements. Employé d'un groupe français, Jean-Claude ne sort de chez lui que si son patron l'y autorise. Depuis que la France est devenue une cible potentielle dans la région, son entreprise a renforcé les consignes de sécurité. C'est depuis l'enlèvement qu'il y a eu dernièrement au Cameroun qu'on a eu vraiment le plus gros changement avec vraiment la mise en place impérative de l'interdiction de sortie le soir si on n'est pas avec le bus escorté. Jean-Claude et son épouse vivent dans cette résidence sécurisée. Gardiens, caméras de sécurité, clôtures électrifiées, le lot de la majorité des expatriés. Ils ont appris à vivre avec. En fait, cette sécurité, elle est permanente, c'est notre vie, on vit sur la sécurité. On ne va rien faire si ça engage la sécurité. Dès qu'on bouge, tout de suite les portes fermées, les vitres fermées.
Et c'est parti. Porte fermée, Jean-Claude a le droit de conduire son véhicule le week-end uniquement, quand les risques sont moindres et seulement dans certains quartiers. En cas d'agression, là aussi, tout est prévu. Voilà, donc ça c'est la radio avec le bouton rouge au-dessus, bouton GPS qui nous permet de déclencher le PC sécurité. Et immédiatement, donc, il nous appelle pour savoir quel est le problème et savoir s'il faut envoyer une escorte armée ou pas. Pas question néanmoins pour ce couple de céder à la psychose. Ils tentent de continuer à vivre aussi normalement que possible. Et on se quitte avec ces images de prière au Kenya, prière et joie également pour tous les catholiques du continent qui ont un nouveau pape, le pape François. Il faut le savoir, le catholicisme est en plein essor en Afrique subsaharienne qui compte aujourd'hui plus de 171 millions de catholiques. Quelques chiffres, 30 millions de catholiques en République démocratique du Congo, près de 18 millions au Nigeria et 2,5 millions de catholiques au Ghana. Voilà, c'est la fin de cette semaine en Afrique. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.france24.com. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon week-end, à la semaine prochaine, même heure, même continent.